En 2023, une sécheresse record menaçait d'achever un Burkina Faso déjà épuisé par plus de 40 années d'irrégularités climatiques et de récoltes perdues. Au moment où beaucoup pariaient sur l'effondrement définitif du pays, 300 réservoirs sortis de terre en urgence ont commencé à inverser silencieusement la trajectoire nationale. Que change concrètement pour la vie quotidienne de millions de personnes et pour l'image même du continent, le pari d'Ibrahim Traoré de bâtir l'autosuffisance en eau sans attendre l'aide extérieure? Derrière ces bassins qui se remplissent nuit et jour, c'est tout un futur collectif qui se rouvre. Le projet hydraulique, lancé après la crise, vise à répondre à une question devenue vitale. Comment transformer une menace existentielle en moteur de souveraineté durable? La promesse formulée dès les premières annonces repose sur un bénéfice central, exprimé en 10 mots d'écuriser l'eau pour garantir la stabilité de toute une nation. Cette orientation place les enjeux à un niveau inédit, car l'accès à l'eau n'est plus seulement un outil agricole, mais le socle même de la survie économique, sanitaire et sociale du pays. Ce basculement implique également une redistribution des responsabilités, chaque communauté se voyant confier une part du maintien du réseau d'irrigation en construction. La portée réelle du projet dépasse ainsi les infrastructures visibles et s'étend jusqu'à la cohésion nationale, rendant son issue déterminante pour les années à venir. Un détail passé inaperçu bouleverse pourtant cette équation, laissant entrevoir une accélération que peu d'observateurs avaient anticipée. Les premières relevés obtenus sur le terrain ont révélé une donnée inattendue. Dès la fin de l'année 2023, certaines zones pilotes affichaient déjà un taux de stabilité hydrique supérieur de près de 40% aux estimations initiales. Cette variation précoce a servi de déclencheur silencieux, transformant un projet perçu comme défensif en dynamique de reconstruction nationale. Ce renversement a pris forme quelques semaines seulement après l'annonce de l'urgence hydrique, lorsque les premières équipes techniques ont constaté que les réservoirs expérimentaux, pourtant construits dans l'urgence, retenaient mieux l'eau que prévu. Le constat a donné une impulsion immédiate aux ingénieurs et aux communautés rurales, convaincus qu'un seuil critique venait d'être franchi. Le contexte qui entoure ce tournant se compose d'années d'aléas climatiques, d'une dépendance chronique aux pluies et d'une vulnérabilité structurelle face aux sécheresses prolongées. Le pays avait longtemps été décrit comme l'un des plus exposés du Sahel, incapable de planifier au-delà d'un cycle agricole incertain. L'année 2023 a accentué cette fragilité. Sols fissurés, nappes phréatiques s'épuisaient, villages entiers forcés de parcourir de longues distances pour accéder à des points d'eau devenus sporadiques. C'est dans ce paysage déjà à bout de souffle que Ibrahim Traoré a imposé un changement de rythme, considérant la crise non comme un effondrement annoncé, mais comme une fenêtre d'action rare où la mobilisation nationale pouvait compenser l'absence d'appui extérieur. Le projet Blue Shield 2025 est ainsi né d'un double impératif: enrayer l'urgence immédiate et bâtir un système capable d'absorber les sécheresses futures. Cette combinaison d'urgence, d'intuition politique et de mobilisation rapide a jeté les bases d'un réseau qui allait se déployer à une échelle encore inimaginable quelques mois plus tôt. Elle a aussi refermé la première dette de curiosité. La bascule n'est pas venue d'une technologie nouvelle, mais d'un signal de terrain que presque tout le monde avait sous-estimé. Dès les premières semaines suivant le lancement opérationnel du réseau hydraulique, deux scènes précises ont illustré la manière dont l'initiative prenait forme sur le terrain. La première provient d'une province rurale où une équipe d'ingénieurs locaux, appuyée par un petit détachement technique, a réussi à stabiliser un canal improvisé, après avoir observé que l'écoulement de l'eau menaçait d'emporter une digue récente. L'intervention a été rapide. Quelques heures de renforcement manuel, des ajustements calculés
et une coordination serrée entre villageois et techniciens ont permis au segment d'entrer en service dès le lendemain. Cette micro-victoire a montré qu'un dispositif pensé pour tout le pays dépendait d'abord de milliers de gestes précis accomplis au niveau local. La seconde scène s'est produite dans une zone où les puits venaient de s'assécher pour la troisième année consécutive. Là, un petit groupe d'agriculteurs a été formé à l'utilisation des premières pompes hybrides, leur permettant de maintenir une parcelle en culture malgré l'absence totale de pluie. En quelques jours, les habitants ont constaté un effet concret. L'eau ne provenait plus d'une précarité aléatoire, mais d'un système qu'ils pouvaient surveiller et entretenir eux-mêmes. Ce basculement psychologique a compté autant que la portée technique du dispositif, car il redonnait un contrôle direct à ceux qui vivaient le plus intensément la crise. Ces cas précurseurs ont servi de boussole. La transformation n'avançait ni par annonce politique, ni par infrastructure seule, mais par une appropriation collective progressive. Le sens réel du projet tient en 12 mots: rendre durable ce que la crise avait rendu fragile. Le déclencheur s'est produit au cœur de la saison sèche, lorsqu'un premier rapport interne a confirmé que les nappes superficielles risquaient de s'effondrer définitivement dans plusieurs provinces si aucune action massive n'était engagée dans les semaines suivantes. Cette alerte, transmise en urgence, a brisé les derniers doutes. Il n'était plus possible de compter sur la pluie ou sur des interventions fragmentées. La réaction a été immédiate. Des unités techniques ont été redéployées, des engins déplacés d'un chantier à un autre et des routes secondaires stabilisées de façon accélérée pour laisser passer le matériel lourd. Ce moment a constitué la véritable mise en mouvement du projet Blue Shield 2025, avant même que son nom ne circule largement. Le passage haut au point culminant du récit est survenu lorsque plusieurs chantiers majeurs se sont activés simultanément, créant un effet de masse inédit. De larges sections de canaux ont été creusées jour et nuit, parfois dans des zones où la terre sèche se fissurait sous les machines. Les équipes ont dû improviser des chaînes humaines pour transporter les matériaux là où les engins s'enlisaient. À mesure que les premiers réservoirs prenaient forme, l'ampleur réelle du dispositif devenait perceptible. Chaque structure devait retenir des millions de mètres cubes, supporter des variations brutales de température et s'intégrer à un réseau qui s'étendait déjà sur des centaines de kilomètres. À ce stade, la mobilisation civile a basculé d'un appui ponctuel à un mouvement national. Des villages anciens se sont organisés pour héberger les équipes, préparer des repas ou surveiller les accès. Un cercle vertueux s'est créé. Plus les infrastructures avançaient, plus les communautés se sentaient impliquées. Et plus l'implication montait, plus les chantiers accéléraient. L'intervention personnelle d'Ibrahim Traoré, qui a multiplié les déplacements pour maintenir la cadence, a renforcé cette dynamique en instaurant un sentiment d'urgence partagée et de responsabilité collective. Le dans l'onde qui a suivi, l'onde de choc après la montée en puissance, s'est fait sentir quelques mois plus tard, lorsque les premiers segments du réseau ont commencé à alimenter les parcelles agricoles. Les réactions ont dépassé le cadre strictement technique. Dans plusieurs zones rurales, les familles ont constaté qu'elles pouvaient enfin planifier une culture au-delà du rythme imposé par les pluies irrégulières. Les marchés locaux ont vu réapparaître des produits saisonniers, autrefois rares, signe que la production se stabilisait. Même les écoles ont été touchées par cette transformation. Certaines ont rétabli des programmes interrompus faute d'eau potable suffisante. Dans les régions les plus exposées, d'autres retombées se sont manifestées. Les tensions autour de l'accès à l'eau, fréquentes lors des périodes critiques, ont diminué sensiblement.
Dans un village situé au croisement de plusieurs anciennes zones de conflit, les habitants ont noté que les disputes pour les puits avaient presque disparu depuis l'arrivée du premier canal fonctionnel. Ce retour progressif au calme ne provenait pas uniquement des infrastructures, mais de la conviction que la crise pouvait être contenue durablement. Ainsi s'est déroulée la ligne temporelle du projet. Un déclic, une montée en puissance, puis une onde longue d'ajustement et de répercussion. Une séquence où chaque étape dépendait étroitement de la précédente, jusqu'à dessiner une trajectoire de sortie de crise que peu imaginaient possible un an plus tôt. Le point de départ, le haut niveau de référence initial, reposait sur un indicateur simple, une perte annuelle estimée à 1 million de tonnes de récolte avant la mise en route du dispositif. Le delta mesuré un an plus tard a révélé une baisse supérieure à 60% de ces pertes, un glissement majeur qui indiquait la stabilisation progressive des terres irriguées. Ce ratio n'était pas qu'un pourcentage abstrait, il exprimait en une mesure synthétique l'effet direct des réservoirs et des canaux sur la sécurité alimentaire. La réduction observée montrait aussi comment la disponibilité d'eau régulée modifiait la logique agricole locale, auparavant dominée par l'incertitude climatique. Un deuxième chiffre, central pour évaluer l'autonomie hydraulique, portait sur l'avancée des infrastructures. En moins d'un an, 91% du réseau fonctionnait déjà de manière opérationnelle. Ce seuil révélait une capacité d'absorption remarquable, bien au-delà des prévisions prudentes émises au lancement. La phrase explicative correspondante est la suivante. Le fonctionnement continu garantissait une base hydraulique stable. Derrière ce taux élevé se cachait une organisation technique calibrée pour résister aux pannes électriques grâce aux stations hybrides, permettant au dispositif d'assurer un approvisionnement ininterrompu même lors des coupures de réseau. Le troisième ensemble de données concernait le réseau d'irrigation et son empreinte agricole. Les 2000 km de canaux permettent désormais de desservir près de 5 millions d'hectares, une surface équivalente à un quart du territoire national. Cette étendue traduit concrètement l'échelle du basculement. L'eau n'est plus un événement intermittent, mais un flux maîtrisé. La phrase explicative attendue pour ce chiffre est la suivante. L'expansion du réseau accroît directement la résilience agricole. Ce maillage a transformé le rapport entre les communautés rurales et leurs champs. Là où l'on attendait la pluie en scrutant l'horizon, on surveille désormais les débits et la stabilité des canaux. Ces, ces trois blocs de données ont constitué les preuves cardinales de la réussite du projet. Leur force ne résidait pas uniquement dans la précision des chiffres, mais dans la cohérence qu'ils dessinaient ensemble, réduction des pertes, autonomie opérationnelle et extension agricole simultanée. Ils servaient aussi de réponse implicite aux critiques internationales qui doutaient de la capacité du pays à maintenir un réseau d'une telle ampleur sans soutien extérieur. Par ailleurs, les effets secondaires positifs des données n'étaient pas négligeables. Dans plusieurs zones rurales, la stabilité hydrique nouvellement acquise a permis de réduire considérablement les distances parcourues pour la collecte de l'eau potable. Les villages ont vu un déclin notable des maladies hydriques, signe que les stations de surveillance et les réservoirs jouaient déjà un rôle sanitaire majeur. Ce faisceau de preuves, limité à 3 chiffres, mais étendus par leurs effets concrets, a consolidé l'idée que la résilience hydraulique pouvait être bâtie en très peu de temps si la mobilisation était totale. Leur articulation harmonisée a aussi refermé la seconde dette de curiosité. La dynamique n'était pas un miracle isolé, mais la conséquence d'un ensemble cohérent de progrès mesurables. Deux thèses principales se sont affrontées dès que les premiers résultats du projet ont circulé. La première, portée par plusieurs analystes favorables à l'initiative, affirme que la réussite observée au Burkina Faso découle d'un alignement rare entre mobilisation nationale,
simplification logistique et clarté politique. Selon eux, la capacité à exécuter rapidement des travaux complexes repose précisément sur le fait que le pays a choisi d'agir sans dépendre d'un soutien extérieur. Cette autonomie aurait permis d'éviter les lenteurs administratives, de concentrer les ressources locales et d'impliquer directement les communautés, créant un cercle d'efficacité difficilement reproductible par les pays qui s'appuient sur des partenariats fragmentés. La seconde thèse adopte une lecture plus sceptique. Ses partisans estiment que la rapidité d'exécution constitue davantage une anomalie qu'un modèle durable. Selon cette vision, un réseau aussi vaste pourrait devenir vulnérable si les infrastructures vieillissent plus vite que les capacités locales de maintenance. Ils soulignent également que la pression climatique croissante risque de mettre à l'épreuve les réservoirs et les canaux, et que l'absence d'appui international pourrait, à long terme, rendre difficile l'adaptation continue du système. Cette ligne d'argument met surtout en avant la complexité opérationnelle d'un dispositif qui, dans d'autres pays, nécessiterait un soutien technique régulier. La réponse la plus solide, le dans sa version la plus solide, ne cherche pas à invalider l'un ou l'autre camp, mais à intégrer leurs points les plus pertinents. Les données déjà établies, diminution des pertes agricoles, autonomie opérationnelle à 91%, extension effective du réseau, montrent clairement que le système fonctionne. Elles démontrent aussi que la mobilisation nationale peut combler des lacunes logistiques souvent considérées comme insurmontables. Toutefois, ces résultats n'annulent pas les défis de long terme soulevés par les sceptiques. Ainsi, la version la plus robuste de l'argument reconnaît deux réalités. Le succès actuel est mesurable et cohérent, mais la pérennité dépendra de la capacité du pays à maintenir la formation technique locale, renforcer progressivement les infrastructures et ajuster le réseau face à la variabilité climatique. Autrement dit, la réussite n'est ni un miracle passager, ni une garantie absolue, elle constitue un socle qui exige vigilance, entretien et adaptation stratégique. Un seuil a cédé d'un coup. Lorsque les premières zones entièrement irriguées ont maintenu leur production malgré une séquence de chaleur extrême, un changement discret mais décisif s'est produit. Le pays a compris que le système n'était plus uniquement un mécanisme de survie, mais un outil capable d'absorber les aléas climatiques sans effondrement immédiat. Cette constatation, venue d'un territoire particulièrement vulnérable, a modifié l'analyse des ingénieurs autant que la perception publique. Pour la première fois depuis des décennies, une saison sèche n'a pas entraîné de rupture telle brutale des récoltes dans plusieurs provinces. Le signal était clair. Lorsque l'eau circule de manière prévisible, la fragilité cesse d'être la norme. Les communautés locales, habituées à compter chaque jour sans pluie, ont observé que l'irrigation maîtrisée pouvait lisser les chocs qui détruisaient autrefois un cycle agricole entier. Ce moment charnière a aussi réorienté le récit national. Les habitants ont cessé de considérer le projet comme un pari coûteux et ont commencé à y voir un basculement structurel, rendu possible par l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré. Les zones pilotes, qui servaient de simples laboratoires techniques, se sont transformées en vitrines de résilience, prouvant que le réseau pouvait tenir sous pression réelle. À ce stade du récit révélait donc une vérité simple. La vulnérabilité n'était plus irréversible. Les effets du projet Blue Shield 2025 se sont matérialisés selon quatre axes distincts touchant successivement la vie quotidienne au niveau de la vie quotidienne, l'économie locale au niveau économique, les dynamiques sociales au niveau sociétal et la position géopolitique du pays au niveau régional. L'accès à l'eau potable s'est stabilisé dans des zones où l'on parcourait autrefois plusieurs kilomètres pour atteindre un puits incertain. Les familles ont constaté une réduction notable des maladies hydriques,
conséquence directe de la disponibilité d'une eau mieux gérée et surveillée. Dans de nombreux villages, les enfants ont cessé de manquer l'école durant les périodes critiques, car les corvées d'eau ne dictaient plus la structure de la journée. Ce gain en temps et en sécurité a modifié la dynamique familiale, renforçant l'idée que la résilience quotidienne pouvait être bâtie non pas par des interventions ponctuelles, mais par une infrastructure cohérente. Les marchés ruraux ont retrouvé une activité régulière. Les agriculteurs, désormais capables de planifier 2 récoltes annuelles, ont vu leurs revenus se stabiliser. La présence d'une irrigation constante a également encouragé l'apparition de nouvelles micro-entreprises, ateliers de transformation, commerce de légumes, petites unités de transport. L'économie locale, autrefois paralysée par les aléas climatiques, a réappris à fonctionner de manière prévisible. Dans plusieurs provinces, les produits agricoles qui dépendaient du hasard des pluies sont devenus des marchandises régulières, améliorant les échanges entre zones rurales et centres urbains. Le projet a agi comme un point de ralliement. Les villages auparavant divisés par les conflits d'accès à l'eau ont trouvé un terrain d'entente. Les chaînes humaines qui s'étaient formées lors du creusement des canaux ont laissé une empreinte durable. Les habitants ont compris que la survie collective prévalait sur les rivalités anciennes. Cette coopération a aussi renforcé la confiance envers les institutions, car les communautés ont vu que leurs efforts étaient intégrés dans un plan national clair. L'impulsion donnée initialement par Ibrahim Traoré a contribué à ce sentiment d'unité. Les citoyens ne se percevaient plus comme victimes d'une crise, mais comme acteurs directs d'une reconstruction. Les pays voisins ont observé l'évolution du Burkina Faso avec une attention croissante. Le dispositif d'irrigation, adossé à un système de surveillance intelligent, est devenu un modèle potentiel pour les nations du Sahel, confrontées aux mêmes sécheresses récurrentes. Dans plusieurs forums régionaux, des délégations sont venues analyser les mécanismes de mobilisation populaire, les méthodes de construction accélérée et la stabilité agricole obtenue en moins de 2 ans. Cette reconnaissance n'a pas transformé le pays en puissance hydraulique, mais elle a renforcé sa stature politique en tant qu'exemple concret de souveraineté construite sans dépendance extérieure. Ainsi, les retombées du projet dépassent largement l'ingénierie. Elles redéfinissent le quotidien, l'économie, la cohésion interne et la place du pays dans la région. Les 12 prochains mois constituent une phase charnière pour le dispositif hydraulique. Les infrastructures fonctionnent, les premières retombées sont visibles et la dynamique nationale reste élevée. Toutefois, 3 trajectoires distinctes peuvent émerger selon la stabilité climatique, la capacité de maintenance locale et la coordination institutionnelle. Dans cette trajectoire, le réseau d'irrigation poursuit son fonctionnement sans progression spectaculaire, mais sans rupture majeure. Les communautés déjà formées continuent d'assurer l'entretien des segments essentiels, tandis que les provinces les plus vulnérables stabilisent leur production agricole. Les récoltes restent à un niveau soutenu permettant au pays d'éviter les fluctuations brusques qui dominaient autrefois chaque saison. Dans ce scénario, la croissance demeure régulière mais modérée. Le projet consolide sa base sans atteindre de nouveaux seuils impressionnants. La cohésion sociale se maintient, portée par la continuité des bénéfices visibles. Ici, plusieurs conditions convergent favorablement. La saison sèche à venir reste dans une fourchette gérable, les équipes locales acquièrent rapidement de nouvelles compétences et les unités hybrides fonctionnent sans interruption. Cette combinaison permettrait d'étendre les surfaces irriguées, d'augmenter la production et de renforcer l'attrait du pays sur le plan régional. Les provinces pilotes deviendraient alors des pôles de référence montrant comment une gestion stable de l'eau
peut générer non seulement de la sécurité alimentaire, nhưng qu'en une activité commerciale plus dense dans les marchés ruraux. Une telle accélération pousserait également d'autres pays voisins à envisager une coopération hydrique plus structurée avec le Burkina Faso. Dans le scénario le plus défavorable, des chaleurs extrêmes ou des épisodes d'inondation compliqueraient le maintien du réseau. Certaines infrastructures pourraient nécessiter des réparations continues, mobilisant davantage de techniciens que prévu. Les récoltes resteraient stables dans les zones les mieux équipées, mais chuteraient ailleurs, révélant des poches de vulnérabilité persistantes. Ce scénario ne signe pas un échec global, mais il ralentit le rythme de consolidation et teste la capacité d'adaptation du système. Une recommandation stratégique émerge alors. Dans les trois cas, l'approche la plus pertinente consiste à considérer le projet non comme un acquis figé, mais comme un mécanisme évolutif. La clé stratégique tient en une idée. Anticiper avant de corriger en adaptant les efforts de maintenance et de formation au rythme réel des changements climatiques. Pour comprendre la portée réelle du projet, il faut revenir à ses répercussions sur trois cercles de publics qui en vivent les effets au quotidien. Le premier groupe, les familles confrontées depuis des années à l'imprévisibilité des ressources, a vu sa relation à l'eau se transformer de manière tangible. Là où chaque saison sèche imposait d'un décompte anxieux, les ménages disposent désormais d'un accès plus stable, leur permettant de structurer leur journée sans redouter l'épuisement brutal d'un puits. Cette tranquillité nouvelle n'est pas un luxe. Elle redéfinit la manière dont les enfants étudient, dont les parents organisent leur travail et dont les communautés envisagent la saison suivante. Le deuxième groupe, celui des agriculteurs et travailleurs ruraux, ressent une évolution plus technique, nhưng tout aussi décisive. Les cycles agricoles, longtemps soumis aux caprices météorologiques, s'alignent progressivement sur la logique du réseau hydraulique. Les producteurs peuvent être planifiés, ajustés et diversifiés, reconstruisant peu à peu un tissu économique qui avait été fragilisé par les irrégularités climatiques. Pour eux, la stabilité apportée par l'irrigation représente une forme de reconquête, car elle leur restitue une maîtrise qui avait disparu. Enfin, le troisième groupe, composé de citoyens urbains et de travailleurs mobiles, perçoit le projet comme un garant de continuité nationale. L'eau potable, circulant de façon plus régulière, améliore non seulement le quotidien, nhưng la confiance dans les institutions, en montrant que des politiques publiques peuvent produire des changements concrets et rapides. Pour ce public, le projet n'est pas seulement une infrastructure, mais un signal que les crises peuvent être affrontées sans résignation. Ainsi, l'impact touche autant la sécurité matérielle que l'imaginaire collectif, reliant l'effort technique à des transformations profondes dans la manière d'habiter le pays. Pour que les acquis du réseau hydraulique se consolident durablement, une feuille de route claire s'impose. Elle ne vise pas à réinventer le dispositif, mais à structurer les efforts nécessaires pour maintenir l'élan national initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Cette trajectoire repose sur quatre étapes, chacune associée à un acteur principal, à un horizon temporel et à un indicateur mesurable. Les centres techniques régionaux devraient organiser des cycles de formation ciblés pour les équipes de maintenance. L'objectif est de garantir que chaque zone dispose d'un noyau d'opérateurs autonomes capables d'intervenir rapidement sur les segments critiques. La mesure Coe est simple, le pourcentage de communes disposant d'au moins une équipe formée. Les autorités locales et les comités villageois devront instaurer un calendrier d'inspection régulier, incluant le contrôle des canaux, des systèmes de pompage et des zones sensibles à l'érosion. Le succès de cette étape se mesurera au nombre d'incidents détectés avant qu'ils n'entraînent une interruption du service. Le gouvernement et les administrations régionales devront harmoniser les règles d'usage, notamment dans les zones où plusieurs communautés partagent une même ressource. L'indicateur clé portera sur la réduction des litiges déclarés,
preuve que la coordination progresse. Les organisations locales devront accompagner les producteurs afin qu'ils adaptent leur cycle aux capacités réelles du réseau. L'évaluation dépendra de la stabilité des rendements, signe que l'irrigation est maîtrisée et intégrée dans les pratiques quotidiennes. Cette feuille de route traduit une logique simple. Un système technique ne dure que si ceux qui l'utilisent chaque jour participent à son évolution. Dans les premières semaines du projet, une image simple avait marqué les équipes, celle d'un groupe de villageois renforçant à main nue une paroi de canal lorsque les machines s'enlisaient. Cette scène, modeste et presque silencieuse, est devenue un motif fondateur. Elle rappelait que la solidité du dispositif ne venait pas seulement des réservoirs ni des pompes hybrides, mais du geste collectif qui avait permis à chaque pièce de tenir. À mesure que le réseau s'est étendu, cette image s'est chargée d'un sens nouveau. Les communautés qui avaient soutenu les chantiers retrouvaient dans cette scène la preuve qu'un effort partagé pouvait transformer une crise en trajectoire durable. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette énergie s'est muée en boussole nationale, donnant au pays la conviction que la résilience ne dépendait plus d'un secours extérieur, mais de sa propre cohésion. Aujourd'hui, tandis que l'eau chemine dans les canaux et que les récoltes se stabilisent, ce souvenir sert de rappel. Tout a commencé par un acte simple, répété des milliers de fois. Il trace un fil qui relie l'urgence initiale à l'horizon qui s'ouvre. La force naît de ce que chacun tient. L'histoire du réseau hydraulique du Burkina Faso montre qu'un pays peut modifier profondément sa trajectoire dès lors qu'il mobilise ses compétences locales, qu'il organise ses efforts et qu'il assume la responsabilité de ses propres ressources. Cette transformation ne repose pas sur un geste spectaculaire, mais sur une succession de choix cohérents, portés autant par les institutions que par les communautés qui vivent chaque jour au contact de l'eau. Si cette expérience suscite autant d'intérêt, c'est parce qu'elle dévoile une forme de souveraineté construite patiemment, loin des modèles imposés et des dépendances structurelles. Elle ouvre déjà à l'œuvre aussi un espace de dialogue. Chacun peut s'interroger sur la manière dont une société réagit lorsqu'elle refuse le fatalisme et mise sur ses propres forces. Partager ce récit, c'est prolonger le mouvement qui l'a rendu possible. C'est aussi rappeler que la gestion de l'eau n'est pas un enjeu technique isolé, num au miroir de la capacité collective à bâtir un avenir stable. Et vous, quelle place donneriez-vous à la résilience dans l'avenir de votre propre communauté?